messieurs les membres du comité de gestion, mesdames et messieurs, tout protocole pris en compte, avec l'autorisation de monsieur le recteur, je salue votre présence dans cette salle. Tout le monde ici. Ils ont étudié d'une manière ou d'une autre à l'étranger. Et donc ils connaissent très bien, alors très bien, le système LMD. Nous l'avons fait sans savoir que c'était le LMD. Oh oui, ceux de l'Amérique, du Canada, de la Belgique, du Japon, de la Chine, ils connaissent ce système de crédit. Et aussi, nous tous, surtout ce côté ici, se trouve en face de moi, des érudits ici savent très bien que le système que nous suivons ici est un système qui présente ces caducités, caduques. C'est ainsi que nos enfants, quand ils quittent notre bel institut ici, pour aller ailleurs, ou nos universités, pour aller ailleurs, ils ont tous une difficulté d'être classés. Nos étudiants ont fait quoi? Alors que, à l'aune du XXIe siècle, il est important que nous nous mettons à l'échelle de la mondialisation avec tout ce qu'il y a de dangereux. Du facile, notre institut a daigné accepter avec bonheur les suggestions du ministère. De cela, nous félicitons tous ces amis qui ont compris qu'un professeur, un assistant, si fameux soit-il, doit être recyclé. Dans les universités où nous étions tous à l'étranger, des pays dits développés, dans les pays développés, un professeur qui ne se recycle pas, ce professeur-là est bien pour être ailleurs. Et voilà qu'il y a des amis qui ont compris que se recycler, c'est important. À l'UPED, à l'Université Kinshasa, le Moubachi, partout ailleurs, licencié, il dit je suis licencié en sciences économiques. Vous avez lu quoi en économie? Rien. Je suis licencié, je suis communicologue. Vous avez lu quoi? Vous avez été enseigné par M. Ekabo. Il vous a donné tout un tas de biographies. Vous avez lu quoi? Il gratte la tête. Voilà pourquoi il est important pour notre pays d'être axé sur le système LMD, qui est un système standard qui nous fait plonger tout droit dans la mondialisation. Je ne peux que, au nom du comité de gestion, souhaiter la bienvenue à notre modérateur qui est arrivé, à nous tous. C'est pour rien que nous sommes là, et pour nous-mêmes, et pour notre alma mater, n'est-ce pas, l'IFASIC. Avec ce mot, tout en vous saluant, au nom du comité de gestion des soins personnels, je déclare ouvertes les séances de la formation du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dans un deuxième temps, c'est un grand plaisir pour moi parce que les recherches, les études que je suis en train de mener, qui se rapportent à la géopolitique des savoirs et à l'analyse des politiques publiques, me permet, au travers des échanges que nous aurons, d'affiner dans une certaine mesure mes propres recherches. Dans un troisième temps, et ça c'est un peu plus affectif et sentimental, c'est que l'IFASIC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu ma maison. Pour ceux qui ont l'occasion de voir mon nom, je vais le mettre là. Les plus vieux d'entre vous qui ont l'occasion de voir mon nom, je suis l'OFEP. L'OFEP, c'est un ancien de l'ISTI. Certains ont parlé de valeur ajoutée. Moi, je parle d'opportunité. D'opportunité pour les parties prenantes du secteur d'enseignement supérieur et universitaire de notre pays, de réfléchir. D'abord, de réfléchir sur l'état de notre secteur. De travailler à sa revalorisation, de travailler à sa requalification, de travailler à sa modernisation. Donc, prenons d'abord cette dynamique LMD comme étant un moment, monsieur le recteur en a parlé tout à l'heure, un moment de remise en question.
un moment de mise à jour de ce que nous avons fait depuis un certain nombre d'années pour nous demander est-ce que nous continuons de cette manière ou est-ce que nous prenons un autre registre. Ce tableau présenté, ma communication va s'atteler à 4 ou 5 points. Dans un premier temps, on va restituer le contexte, ce dont nous venons de parler tout à l'heure. Ensuite, nous ferons une brève historique, vraiment brève historique, de le dire, est chargé de transmettre de connaissances au travers de la recherche et de la formation pour assurer le service à la communauté. Cependant, le développement exponentiel des technologies de l'information et de la communication vont bouleverser de manière exponentielle, permettez-moi de le répéter, ce cadre de formation. Premier élément de bouleversement, c'est que, avec les technologies de l'information et de la communication, le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est-à-dire le secteur de la transmission du savoir et des connaissances, va connaître un véritable décloisonnement. La production de recherche et de formation que nous donnons a un impact sur la société. Est-ce que les organes de presse, est-ce que les structures de relations publiques, etc., aujourd'hui, en recevant nos apprenants, s'améliorent? Ah, on paye d'abord autrement. Mais on ne paye pas quelqu'un qui n'a pas fait un rendu. Qu'est-ce que nous rendons à la communauté pour que la communauté nous paye? Après, on paye d'abord. Le reste viendra après. Et si on a payé et que vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé? Donc, gérer autrement, et c'est par là que je vais terminer. Gérer autrement renvoie à la dimension de la gouvernance qui est extrêmement importante. Sans informatique, on ne peut rien faire. Donc il est important dans la gouvernance de travailler sur la numérisation, sur l'assurance qualité, sur le respect du calendrier académique, sur, et ça on insiste de plus en plus, sur l'attention qui doit être portée aux personnes qui voient avec handicap. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on veut que l'enseignement à tous les niveaux soit accessible à tous, dans une dimension d'équité. Donc il faut permettre à ce que tout le monde puisse y arriver. Il faut apprendre autrement. Ça signifie, en d'autres termes, qu'il faut aussi que nos établissements développent une politique d'attraction des étudiants étrangers. C'est l'un des gages pour aller sur les classements internationaux. La promotion de la recherche par l'actualisation de la formation. C'est pour ça que vous avez vu qu'aux États généraux, on a un peu dit, on inverse la trilogie. Ce n'est plus enseigner, enseignement, recherche, formation, mais c'est maintenant recherche, enseignement, formation. Tous ces organes de presse, tous ces services des relations publiques, tous ces coachs, tous ces influenceurs qui commencent à voir le jour, est-ce que l'IFACI ne peut pas organiser des modules de formation de 3, 4, 5, 6 mois, mais où les formés paieraient 5 à 6 fois, 10 fois plus que ce que paye un étudiant normal? Parce qu'ils sont dans l'environnement professionnel. Ça, il faut y penser. Il faut que l'université devienne un incubateur de formation. Enseigner autrement, ça signifie aussi utiliser les nouveaux programmes de formation. Savoir quelle est la méthode adaptée pour donner une formation à un étudiant. Est-ce que enseigner un cours X se limite à faire du magistère Dixit, être sur l'estrade et transmettre le savoir, ou est-ce qu'il faut aller plus vers des méthodes d'apprentissage innovantes? Évaluer autrement, ça signifie aussi renouveler nos méthodes d'apprentissage et l'évaluation de nos apprentissages. Comment évaluons-nous les étudiants? Comment amenons-nous les étudiants à acquérir la connaissance? Ma plus grande inquiétude est celle-ci. On a comme l'impression qu'avec le système LMD, on nous envoie du secondaire des produits finis en tout. Et qu'ici, on les a fait arrimer sur le nouveau système. Alors qu'ils viennent avec des failles pas possibles. Donner une dictée aux gens de L1, il y a beaucoup de chances que vous trouviez qu'ils n'ont pas écrit en français. Sur leur coach, les cancres vont mal coter les coachs par défi, parce qu'ils se croient avoir un pouvoir d'agir sur leur coach. Je pense qu'il faut trouver un mécanisme de travail entre le LMD qui nous commence à l'université ou au supérieur et les produits qui nous viennent du secondaire pour que les autres ajoutent. Sinon, c'est des cancres qui vont débarquer avec le pouvoir de juger les gens qui sont là de bonne foi, venant à pied au cou, n'ayant pas mangé. Et il y en a qui arrivent dans voiture climatisée et qui se croient permis de donner des leçons à leur coach.
Donc, j'ai lu le débat a eu lieu des lois à Bruxelles où je rentre. On se pose la question, eux, ils ont prévu ça avant. À l'amont, ils l'ont prévu. Il y a les mécanismes de jonction. Mais ici, peut-être parce que j'étais absent, je n'ai pas fait les lectures. Je n'ai pas encore vu, à moins qu'il y ait eu des réunions interministérielles avant, monsieur qui vient du cabinet, est-ce que vous avez des mécanismes entre le cabinet de l'ESU, de la recherche, et celui du ministère de l'enseignement supérieur, primaire, pardon, et secondaire, et puis, il faut qu'il y ait vraiment un continuum. Sinon, c'est des cassures, les gens viennent avec tous leurs défauts, ils débarquent ici, et ils comprennent ce qu'ils peuvent comprendre avec leur niveau, ce n'est pas de leur faute. Les parents ne peuvent pas faire grand-chose. Et vous montez plus loin, je pense qu'il faudra à un moment donné ce genre d'activité qui est aussi des sessions de rencontres entre l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire et secondaire, pour qu'on ne nous envoie pas des déchets. Sinon, c'est nous les professeurs qui allons tout gober et qui allons tout encaisser, alors qu'en bas, le travail, et je ne condamne pas ceux d'en bas, ils ont aussi des moyens très difficiles, pas de lumière, pas de ceci. Revenez à ces sentiments-là. À l'Europe, on en parle parce que nous avons l'habitude de faire des sauts d'obstacles. Internet nous a rejoints. Alors, au lieu d'avoir le dos au mur, on a le mur dans le dos. Merci. Je suis Jean Bedel Ndandoula, prêtre catholique, assistant à l'IFACI. Quelles sont les dispositions à prendre pour l'arrivage effectif? J'ai dit effectivement comment on peut faire arriver le système LMD en République démocratique du Congo, parce qu'ailleurs, on a 50 étudiants enfin dans un auditoire. Mais deuxièmement, y a-t-il des dispositions prises pour l'assurance qualité en République démocratique du Congo, peut-être très facile? Parce que l'assurance qualité implique quelque part une mort. La mort chez les professeurs et chez les étudiants pour arriver à l'objectivité. Et si cela n'est pas fait, le professeur l'a souligné, les étudiants vont commencer à juger les coachs par rapport à leurs sentiments. Parce que quand vous donnez cours, il y a à peine 50 étudiants dans l'auditoire. Et quand il faut passer l'examen, c'est 500. Comment pensez-vous à l'assurance qualité dans de telles conditions? Ils viennent d'abord affamés, ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas d'ordinateur. Mais comment on peut y arriver à assurer cette faculté de l'assurance qualité chez nous en République démocratique du Congo et notamment à l'IFACI? Merci. Je me présente, je suis Sandra Itiela, chef de travaux à l'IFACI. J'ai suivi le professeur Yenga au début de votre présentation, de votre introduction. Vous avez évoqué l'irréversibilité de ce processus. On est tous d'accord. On va y aller. Et M. Lofem également a fait savoir qu'il y a eu 10 ans de préparation et maintenant nous passons à la phase de mise en œuvre. Et moi je me dis, je crois bien que vous avez prévu également des évaluations du système après peut-être une année ou 2 ans. 2 ans escomptés, vous ne l'avez pas. En réalité, nous faisons le système traditionnel dans la peau du système LMD. Qu'est-ce qui est prévu? Comment vous avez réfléchi à cela? Parce qu'on fait croire aux étudiants qu'en sortant de l'université, pour avoir fait le système LMD directement, ils vont être capables de créer des emplois. Si jamais ils ne le créent pas, les conditions pour créer l'emploi, ce n'est pas seulement avoir étudié, il y a d'autres préalables. Si jamais cela ne se fait pas, qu'est-ce que vous allez répondre à ces étudiants-là qui mettent tous leurs espoirs, évidemment, dans le système que vous leur apportez? Je voudrais rebondir sur un aspect qui a été, je dirais, effleuré par le collègue qui a parlé en premier lieu. Il a dit, bon, vous allez expliquer, vous allez voir que vous demanderez si les étudiants ont écrit en français ou dans une autre langue. Mais finalement, je me demande, est-ce que ce n'est pas là le problème? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à accompagner le LMD par une autre réforme, la réforme de la langue? Parce que moi, j'ai souvent l'impression que beaucoup de nos étudiants ne sont pas idiots. On enseigne dans les langues, dans le Swahili par exemple. Et il est démontré que pédagogiquement, les enfants qui apprennent dans leur langue maternelle apprennent mieux et comprennent. Est-ce que nous ne devrions pas faire preuve d'imagination, d'innovation pour peut-être traduire nos cours dans les langues locales? Nous avons 4 langues nationales, selon les aires linguistiques, etc.
Est-ce que ce n'est pas un peu cette réforme-là qui nous manque pour être sûr que nos enfants assimilent la matière? Je pense que ce serait une grande révolution et que ce sera vraiment un pas très important qu'on aura franchi et qui pourra facilement aider à, qui pourra aider à ce que les LMD connaissent un bon succès. Je reviens le prof Rantou. En ce qui concerne la langue, j'ai eu le privilège, comme certains d'entre vous ici, d'apprendre dans la langue avant l'indépendance. Première année, deuxième année, troisième année. J'ai eu le privilège d'apprendre dans la langue en première année, en deuxième année, en troisième année. Là, c'est le pas. Et lecture et dictée, ça se traduisait dans la langue. Et quand on est arrivé en troisième année primaire, on traduisait du français au Tchouba au français. Il y avait un livre de lecture dans toutes les provinces, en Swahili, en Lingala, en Tchouba, etc. Et j'ai constaté que ceux qui ont suivi ce système, n'est-ce pas, se débrouillent mieux, maîtrisent mieux la langue française que nos enfants aujourd'hui. C'est ce que le prof disait là, je pense que c'est un problème capital. On devait commencer par la base. Aujourd'hui, la base, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'enseignant n'est plus valorisé au primaire, au secondaire, encore moins à l'université supérieure. Tout à l'heure, vous avez dit d'abord le paiement d'abord, etc. Mais c'est capital, vous êtes au cabinet. Logiquement, vous devez être aussi notre avocat. Ça fait depuis plus de 2 mois que la commission paritaire devait commencer le travail. Jusqu'à ce jour, silence radio. Maintenant, on demande, il fallait prendre des cours, etc. Mais vous pensez, vendre la famille n'a pas de rêve. On l'a dit tout à l'heure. Qu'on valorise le métier d'enseignant, mais je crois que le reste, ça va aller. Moi, j'ai l'impression qu'on commence cette histoire très vite. Brutalement. À mon avis, il fallait un temps d'apprentissage, un temps de formation. On embrasse trop vite. Peut-être que celui qui a financé, peut-être que ça a été, etc. Mais nous devions nous prendre en charge. À penser, pourquoi que les professeurs que nous sommes, les assistants ou les professeurs que nous serons, nous ne connaissons pas le système LMD. Nous connaissons le système LMD. Et nous critiquons positivement notre propre système d'enseignement. Tout le monde ici. On critique le système d'enseignement. Nous le critiquons. Nous démontrons partout où nous sommes la caducité de notre enseignement ici, tous les amis. Donc on ne doit pas croire, quand on amène un nouveau système, par exemple, dès que nous étions au Bachi, nous l'avons dit ça devant le gouvernement. Non, nous aimons la réforme. Aussi, nous connaissons ce que c'est réforme. Nous connaissons également, ça je m'adresse à vous, conseillers, nous voulons également que le gouvernement, avant de se lancer dans ce genre de réforme, comme vous l'avez si bien dit, bien sûr, c'est bien de le dire, mais le faire tout le temps pour être. Vous l'avez démontré. Ça c'est un. De deux, comme l'a dit mon collègue, est-ce qu'on peut développer un peuple dans une culture d'autrui? On n'a pas de ça. On n'a pas de mentalité. Moi j'essaie là-dedans. On n'a pas de comportement. Est-ce qu'on peut vraiment appliquer au Congo, au Kassa, Bandonou, chez Baololo, les Bandit Baka, sophistiqué? Finalement, le LMD se situe dans une pédagogie du bon sens. Mais c'est le bon sens que de mettre l'étudiant ou l'élève au centre de ses préoccupations. Ah oui, c'est ça le LMD. Mettre l'étudiant, bon, bien sûr, le mot sonne bien, ça vient de Bologne, processus de Bologne, etc. Mais les Européens eux-mêmes, les Américains, ils savent bien qu'ils mettent tout le temps leur système d'enseignement. C'est le bon sens qu'on mette notre système d'enseignement
n'est-ce pas, une balance et on le critique, n'est-ce pas? Alors, LMD, le bon sens, c'est une question de la pédagogie du savoir. Ce que vous venez de nous enseigner, de dire ici, on peut le dire, c'est une question de la pédagogie du savoir et de la connaissance et aussi des résolutions pour le développement. Le souci du gouvernement ne doit pas être, comme vous l'avez dit, buzz. LMD buzz. Buzz. Nous sommes parmi les partenaires en communication et en information. Buzz. Mais pour nous ici, ce peut-être une vote, ce n'est pas une votée, monsieur le conseiller. Nous défendons tous, peut-être pas l'LMD tel qu'il est présenté, mais nous défendons tous et nous voulons qu'on remette en question la façon d'appréhender l'enseignement, c'est-à-dire donner les enseignes, les signes pour le développement de notre peuple. Le placement de l'étudiant de l'IFASIC, le cas qui me concerne, le placement de l'étudiant de l'IFASIC au centre de nos préoccupations. C'est pour l'étudiant que nous sommes là. Sans étudiants, il n'y a pas de l'IFASIC. Aussi, sans professeur, il n'y a pas de l'IFASIC. Sans administration, il n'y a pas de l'IFASIC. Donc, c'est au professeur de la politique d'enseignement qui doit bien nous définir le type pédagogique du citoyen qui doit avoir demain. Je vous remercie. Ça, je disais au prof tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait les anti-LMD. Je pense qu'il y en a plus. Parce que, comme l'a dit le recteur tout à l'heure, en fait, c'est une réforme, LMD ou pas, nous sommes dans un processus de réforme basé sur le bon sens. Exactement. Là, je suis totalement d'accord. Et les différentes interventions, les différentes questions ou suggestions qui ont été formulées le montrent à suffisance. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire je suis contre. C'est-à-dire, on veut y aller, mais. Et ça, c'est le plus important. On m'appelle en conseil, on dit mais écoutez, monsieur Loflet, qu'est-ce qui se passe? Vous devez produire tel chapitre, c'est toujours pas prêt. Est-ce que vous avez des problèmes? Je dis non, ça va, moi je me sens un peu seul dans le groupe là parce que vous voyez, je viens de Kinshasa, je connais personne, je suis dans un 9 mètres carrés alors que chez moi à Kinshasa, personne, moi j'arrête. Le lendemain matin, il y a ma. Et c'est 5 jours après qu'elle me dit, ah, c'est ça aussi le LFD. Le LFD c'est la carte. Pardon? Vous êtes à combien là? Non. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est que c'est d'abord une question mentale. Considéré aujourd'hui comme le détenteur patenté du savoir, voilà. Est-ce que s'il n'y a que moi qui détiens le santé, avec ses faiblesses, avec ses lacunes, avec ses problèmes sociaux montés et accompagnés dans son projet de vie? Donc, il ne s'agit pas de dire vous êtes à combien, mais c'est ça aussi, professeur. C'est ça aussi, professeur. La question c'est vous êtes à combien qui avait été accompagné, qui se pose à nous. Et c'est pour ça qu'on aborde la question sur le cadre normatif. D'ailleurs, je vais vous donner une copie, puisque vous. La capacité que nous avons d'être suffisamment créatifs, innovants, pour avoir ainsi le bon sens. Et j'ai presque envie de dire LMD ou pas. Parce que parfois, l'obstacle c'est LMD. Ah, LMD là c'est importé. Ah, oui, d'accord, pas LMD. Comment, moi, enseignant en République démocratique du Congo, avec des 350 étudiants dans l'auditoire, je crée des méthodes d'approche pour montrer à chaque étudiant qu'il est important. On a parlé tout à l'heure de l'assurance qualité de l'évaluation. L'évaluation des enseignants ne doit pas nous effrayer. Les étudiants ne peuvent pas remettre en question les diplômes acquis. Il n'est pas question de ça. Les étudiants sont invités, et c'est toute une pédagogie aussi, sont invités à exprimer leur ressenti par rapport à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. Il faut avoir quel diplôme pour ça? Il dira le professeur tel est ponctuel. Il dira le professeur tel apporte de l'intérêt social. On n'évalue pas le savoir de l'enseignant dont on ne peut pas douter, mais on évalue l'environnement d'apprentissage. C'est l'environnement d'apprentissage qui est évalué. Et ça appelle, je l'ai entendu ici, une remise en question aussi bien de l'enseignant que de l'enseignant.
L'étudiant nous arrive en première année avec des insuffisances, avec des qualités, avec des forces, avec des défauts. Notre mission, c'est de le façonner. L'étudiant qui nous arrive ne doit pas nous effrayer ou ne doit pas être considéré comme étant un bon arrière. Non. Notre objectif, c'est un peu comme dans une famille. C'est un peu comme dans une famille. Vous avez 5-6 enfants. Ils n'ont pas tous les mêmes capacités, ils n'ont pas tous les mêmes attitudes. Vous n'en gênerez pas un sous prétexte qu'il est impoli. Comment nous travaillons pour façonner? Les produits que nous recevons du secondaire, ce sont des produits faibles, ce sont des produits... C'est notre système éducatif qui est comme ça. Et donc, effectivement, la stratégie sectorielle a pour but d'aller sur une approche de réforme holistique pour dire de la maternelle à l'université, qu'est-ce qui doit être fait. Et chaque sous-secteur est appelé à porter des réformes. Et ces réformes ne peuvent pas, excusez-moi, nous sommes en contexte, avec tout le développement, la mondialisation, ne peut pas dire on commence d'abord par la maternelle et puis on avance. Non, chaque sous-secteur procède à ces réformes de telle sorte que progressivement on avance. Je vous raconte une petite anecdote. Qui doit assurer la formation de ces dames? Qui doit assurer la formation? Nous disons c'est l'enseignement supérieur, parce que c'est nous qui avons certifié leur savoir, leur compétence. Le ministre dit non, c'est l'enseignement maternel, ça dépend de vous, etc. C'est pour dire que même au niveau le plus haut, il y a encore des problèmes. Donc, Jean Benet a posé la question sur l'arrivage du système LFD. Vous avez posé la question de la massification. La massification n'est pas une spécificité congolaise. Et nous ne pouvons pas dire, nous n'irons pas dans la LFD tant qu'on aura la massification. Cette massification, nous l'aurons toujours. Vous vous souvenez du débat qu'il y a eu il y a quelques années dans notre pays, qui continue encore, entre l'enseignement d'élite ou l'enseignement de masse? On s'est posé cette question. Et nous sommes convaincus aujourd'hui en République démocratique que nous sommes dans un enseignement de masse. On n'est pas dans un enseignement de masse. Quand on n'est pas dans un enseignement de masse, c'est qu'on a peut-être un problème d'infrastructure, on a peut-être un problème, mais du point de vue de la population à enseigner, nous ne sommes pas dans un enseignement de masse. Donc, la question qui se pose à nous, c'est ça le défi, c'est ça le challenge. C'est-à-dire que l'auditoire est subdivisé par un nombre de collaborateurs qui sont supervisés par un maître de chaire qui organise tout ce qui est travaux pratiques. La question qui se pose à nous, c'est quelle est la capacité de créativité et d'innovation qui peut être là pour aller dans ce bon sens-là. Question épineuse. Comment allons-nous faire du LFD sans ordinateur, sans bibliothèque, sans PC, sans connexion, Comment on va faire? Mais d'abord, les éléments que nous soulevons, Internet, bibliothèque, qu'est-ce que vous avez encore dit, ordinateur, ne sont pas des préalables exclusifs au système LFD. Ce sont des préalables à tout système éducatif dans le monde d'aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas vous refuser de faire LFD sous prétexte qu'il n'y a pas d'ordinateur. On a besoin de ces éléments-là. Et on a besoin, et c'est pour tous les systèmes du monde. On court sur enjeux de conflits en Palestine, dans le Moyen-Orient. Il entrait avec ça. Il s'asseyait. Il commençait à donner son mot. Ça va? S'il avait un mot difficile, il écrivait le mot difficile au tableau, il continuait son mot. À la fin de son mot, il disait, mesdames, messieurs les étudiants, j'ai fini. Il prend ses papiers jaunis ou pas, il sort. Et au moment de la votation, il compte ses étudiants sur 10, sur 20 et il part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le LFD, c'est pas seulement l'affaire de l'enseignant. Le LFD, c'est pas seulement l'affaire de l'enseignant. Il y a tout un appareil administratif autour de l'enseignant qui l'accompagne dans ce processus. L'irréversibilité du système ne tient pas à la volonté de l'un ou de l'autre. Nous sommes dans un environnement mondialisé. Nous sommes dans un village planétaire. Comment vous savez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? Comment nous savons ce qui se passe au Botswana? Comment nous savons? Parce que nous sommes dans un environnement mondialisé et nous sommes appelés, soit nous décidons de faire un îlot enfermé, soit nous allons dans la vérité, dans le dialogue avec les autres. Et quand nous allons dans le dialogue avec les autres, nous devons avoir des indicateurs d'évaluation. Nous devons avoir des indicateurs de comparabilité. Donc c'est à ce niveau il faut se l'irréversibilité. On ne peut plus reculer, pas parce qu'on a envie ou parce qu'on est forcé, mais parce que l'environnement international axé sur l'économie de la connaissance, des sciences du savoir, nous y
en tant que document de travail. Les textes sont, pour certains, élaborés, d'autres en élaboration. Les formations sont en train de se donner, les infrastructures doivent faire l'objet d'une attention particulière. Donc nous sommes dans cette approche. Maintenant, est-ce que nous allons atteindre les objectifs? Non. Sorbonne, c'est des universités de plus de 500 ans d'existence. Mais ils se remettent en question pourquoi? Parce qu'on se conforme à l'évolution de l'environnement et de la société. Les méthodes d'apprentissage ne changent pas parce que nous en avons envie. Elles changent parce que dans notre relation avec les bassins de l'emploi, il y a des choses que nous devons rectifier. Nous n'en voyons pas, et c'est ce que vous dites. Nous n'en voyons pas un étudiant qu'on a fini de former à l'IFACI sur le marché de l'emploi, où il n'a reçu qu'une formation théorique, et quand il faut maintenant manipuler des moniteurs, des ordinateurs, etc., il ne s'en sort pas. On a besoin de cet étudiant que nous formons. Nous le formions en collaboration avec le milieu professionnel et l'évaluation. Il y aura des choses à réajuster. On n'a pas se voilé la face. Lorsqu'on a présenté les 8 domaines et qu'on a fait les task force curriculaires, qu'est-ce que l'IFACI a dit? On ne se retrouve pas dans ça. On a fait des ajustements nécessaires. Et nous, en tant que scientifiques, en tant que membre du secteur d'enseignement supérieur universitaire, on ne doit pas avoir honte, peur ou froid aux yeux de faire des réformes nécessaires quand cela s'impose. Donc, on va évaluer. Il est prévu une évaluation. En principe, un système éducatif s'évalue tous les 5 ans. Il est prévu une évaluation. Laquelle évaluation nous dira ce qu'il faut ajuster ou pas. Vous allez peut-être me dire, mais alors, qu'est-ce que les produits que nous avons formés seront, puisqu'on aura fait une évaluation qui va permettre des réajustements? Oui, mais qu'est-ce que vous dites de la réforme de l'enseignement supérieur de 1954, qui a été réformée en 60, qui a été réformée en 71, qui a été réformée en 81? Devons-nous dire que les produits qui ont été formés dans le système gradué à licence doctorat ne sont pas valables? Ils sont valables par rapport au contexte dans lequel ils ont été formés. Le défi qui se pose à vous et à moi, c'est comment est-ce que nous nous adaptons à l'environnement. Donc, l'évaluation, il y en aura, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faudra que, mais pour qu'on évalue, il faut que chacun de nous entre dans l'action. On ne va pas évaluer du passif, on va évaluer des choses qui ont été faites, des choses qui ont été réalisées. La question de la commission paritaire est une question interministérielle. C'est bien pour cela qu'on s'est fait fort d'aller auprès du Premier ministre. Parce qu'organiser la commission paritaire, et je sais à qui je parle, et je sais que vous le savez, mais je sais qu'il y a aussi des groupes de pression qui doivent agir comme ils doivent agir. La commission paritaire suppose finance et budget. La commission paritaire suppose fonction publique. La commission paritaire intègre issues. Et autour du Premier ministre, toutes ces parties prenantes doivent se retrouver et organiser les choses. Vous savez, quand les professeurs sont venus, quand ils ont signé le protocole d'accompagnement gouvernemental, et qu'ils ont exigé que la commission paritaire se tienne dans les 7 jours, nous leur avons dit, au regard de différents agendas, des ministres, et même des services, c'est pas seulement l'affaire de ministre, c'est l'affaire du directeur de la paix, du directeur de ceci, etc. 7 jours, c'est irréaliste. Non, c'est 7 jours ou rien. Et aussi pour 7 jours. Donc, qu'est-ce que je veux qu'on concerne à ce moment-là? Si la commission paritaire ne se tient pas, il ne faut pas forcément intégrer ça dans une dimension de mauvaise foi. Même les PSD, même les médecins, enfin, on prête pour notre propre chapitre, donc on ne va pas se comparer aux autres. Mais pour qu'ils aillent dans ces commissions paritaires, ça ne s'est pas fait par un truc paquet magique. Mais une chose est certaine, c'est que les différentes revendications contenues dans les protocoles d'accord, aussi bien les scientifiques et les administratifs que les professeurs, les différentes revendications contenues ont été considérées comme réalistes et légitimes, réalistes. Je n'ai pas dit forcément réalisable, mais légitime, réaliste. Et que le gouvernement s'est engagé à y répondre, si pas, ce qui n'est pas possible, sinon on va faire la plupart de moi, de manière totale, une fois, mais au moins de manière progressive. Le but de la commission paritaire,
paritaire, ce n'est que ça. Le but de la commission paritaire, c'est plus de discuter sur l'augmentation des salaires des scientifiques, de paraître. Non, le but de la commission paritaire, c'est de travailler sur l'échéancier. Pour ce qui est au dossier véhicule des professeurs, ça se fait sur quelle échéance? C'est-à-dire, le ministère des Finances va décaisser les fonds sur quelle période pour qu'on arrive aux 3500 véhicules. Pour la normalisation du barème, on le fait sur quel trimestre? L'année prochaine, dans le prochain budget ou quoi? Pour ce qui est... C'est ça le travail de la commission paritaire. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. 396 docteurs à thèse ont été mécanisés. On n'a pas rendu la commission paritaire. On n'a même pas rendu les négociations. L'option fondamentale, c'est qu'à partir d'avril, avec ou sans commission paritaire, à partir d'avril, tous ceux, je ne me trompe pas, j'espère pas me tromper, tous les professeurs, tous les chefs de travaux, tous les assistants de deuxième mandat vont voir leur situation salariale ou de paiement et ajuster pour qu'il n'y ait plus de sous-payés. On va la mettre en avant tout le monde à son niveau. Les scientifiques et les administratifs avaient demandé une sorte d'augmentation. Cette augmentation, je crois qu'elle sera déjà tirée rapidement à la vie. En fait, la commission paritaire, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle va porter à la connaissance de tout le monde un certain nombre de calendriers pour que les gens sachent à quoi s'en tenir compte. Mais pour ce qui est des revendications au sens propre contenu dans vos cahiers de charges, déterminés dans le protocole d'accord, cela est la question des langues, ça nous concerne directement parce que dans l'évolution de nos travaux, nous déboucherons sur les unités d'enseignement, y compris les unités des langues. Donc on ne va pas échapper à ça. Quel est le vrai problème qui a été posé, qui a été reconnu? Oui, les élèves que nous recevons à l'instruction, à l'admission à l'université, présentent des déficiences. Des mauvaises langues disent même qu'ils arrivent à l'alphabet. Mais c'est quand même corrigé en disant qu'ils n'arrivent pas avec des cerveaux complètement vides, ce qui est vrai. Cela est d'autant plus vrai que les mêmes étudiants que nous recevons ne restent pas tous. C'est un accident qu'on a été dans le domaine des lettres, ici. Le malheur vient de quoi? Le malheur, c'est que la plupart des départements qui sont dans cette faculté sont des départements qui n'attirent plus tellement d'inscriptions. Et les sites drainent beaucoup d'inscriptions. C'est humain que tous les collègues veulent avoir quelque chose à dire là où il y a une circulation. Et ils y interviennent abusivement pour donner des cours dans une aucune compétence, pour diriger des mémoires dans une aucune compétence, parce qu'il faut vendre des cours pour la télécharger et tout ça. Et l'étudiant doit acquérir à la fin de chaque unité d'enseignement et à la fin de sa formation globale. Dans chaque unité d'enseignement, nous devons discuter, nous devons être conscients de la compétence que vise cette unité d'enseignement. On va pas dire que c'est juste un enseignement, mais ça transmet quelle compétence. Alors, dans la progression, si j'avais le temps, on allait interagir sur ça. Le plus c'est ça. Et votre formation dans les cycles, vous formez qui en fait? Vous devez nommer les professionnels que vous formez. C'est qui? Il s'appelle comment? C'est quelle est sa qualification? C'était ça le premier travail.
C'est important de comprendre ça parce que la discussion que nous avons avec les collègues, c'est de dire, mon concours n'est plus là. Pourquoi vous avez fait ceci, vous avez oublié? Non, c'est pas ça. Maintenant, désormais, nous pouvons discuter pour que nous assumions ensemble. Et si jamais un jour nous devons faire, ça va bouger, hein. Ce n'est pas définitif, c'est dynamique. Mais pour que ça bouge de manière dynamique, nous devons tous être au même niveau. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sur lequel vous pouvez être capable de construire la suite de la démarche. Ça doit être un minimum. Et ce minimum, ça va reposer sur les métiers phares. Tous les métiers existent, mais quels sont les métiers phares? Et là, on vous donne aussi un exemple. Oui, si on était dans une école mécanique, et on demande aux formateurs désignés de métiers, par exemple, ils diront on doit former un mécanicien automobile. C'est terrible comme énergie à consacrer, c'est inhumain. Maintenant, on a le temps, progressivement, de nous préparer et tout ça. Mais ici, nous avons l'obligation, on ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre chaque année pour produire les guides méthodologiques. Nous devons les produire. Et ce que moi je souhaite avec votre implication, si vous le souhaitez, c'est qu'après, les gens sauront à peu près, c'est un travail que nous ferons ensemble, ils sauront à peu près dans quel type d'enseignement ils pourraient s'impliquer ou être orientés. Ils vont définir, ils vont amener les matériaux, même un ou deux à titre d'exemple, mais la suite, j'ai envie de vous donner rendez-vous à la fin du premier semestre, au mois de août. Je crois que de mémoire, c'est mi-août. En ce moment, on peut avoir une ou deux journées. Ce draft-là, il va circuler. Il va circuler. C'est dur, il circule. C'est comme ça qu'on peut avoir la relation. Donc, désormais, même en termes de crédit, les crédits doivent être importants. On n'a rien à voir. Rien. Parce qu'on réfléchit autrement. Et il ne s'agit pas non plus d'entrer dans le contenu en disant améliore des contenus, des savoirs. On a besoin de ça, il faut absolument tel cours, il ne s'agit pas de ça non plus. Puisque la première préoccupation, c'est de dire quels sont les emplois visés par les diplômes, donc il faut sortir avec un référentiel de métier. Il y a ce que nous avons fait là, au niveau de task force, le marketing, de rédiger quelque chose qui soit accrocheur. Vous n'allez pas sauter, c'est que tout ça doit se résumer en 30 crédits. Alors c'est là que vous commencez à vous gratter là, à quelques crédits. Bon. On a que 30 crédits. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a que 30, on vous demande encore de sacrifier, parce qu'il y a des collègues qui vont dire que vous avez sacrifié tel cours. S'il y a encore des gens qui sont ici, qui ont eu des DEA, qui sont les derniers à l'avoir eu, tout ce qui reste, ce sont dans les cycles du doctorat. Même s'ils ont des cours pendant 2 ans, avec un accompagnement théorique pendant 2 ans, et un encadrement de la recherche pour leur projet, il n'y a peu de diplôme. Parce que l'objectif, c'est de pousser les gens, de les accompagner à achever leur aide. C'est ça l'objectif. Parce qu'il y a des gens qui pensaient se suffire en disant j'ai déjà mon 2A, c'est bon, j'ai mon diplôme de 3e cycle, ça pourrait me suffire. Alors on veut pousser les gens. Parce qu'on a besoin des docteurs, on a besoin de relève. La moyenne d'âge, pour le moment, des enseignants et tout ça,
pousser vite les gens à reprendre la relève. Et fonctionne depuis, maintenant on est à la 15e ou 20e année. C'est un processus, c'est une dynamique. Les gens ont tendance ici à évaluer la réforme en termes de points d'aboutissement. On dit, non, c'est comme si ça existe et on l'évalue aujourd'hui. Non, c'est le point de départ, c'est le start. On commence et partout dans le monde, ça se construit, Nous allons nous mettre dans la même, c'est un point de départ, tout est ouvert et nous devons progresser en nous ajustant, parce qu'il faut nous ajuster par rapport aux besoins de notre société, au regard des enjeux. Notre société, notre pays n'est pas isolé dans le monde. Nous avons des défis par rapport aux autres pays. Explication. J'adresse la question à M. le conseiller Lofembe. Je pense que dans notre pays, il y a quand même certaines institutions qui ont déjà organisé ce système LMD. Je prends le cas de l'ISPT qui a organisé LMD. Il y a aussi, je crois, l'université Sepromad. Vous êtes au cabinet. Je voulais savoir votre appréciation par rapport aux résultats escomptés au niveau de ces institutions. La mise en œuvre du système LMD se fera progressivement. Mais comment comptez-vous, vous en tant que académique, c'est facile, gérer les semestres? Parce que ça va s'appliquer à L1, pour la classe de recrutement, mais pour les autres classes, les classes montantes, nous serons encore dans l'ancien système. Mon souci, c'est sur les mécanismes de validation des crédits. À la fin du semestre, on devrait valider les crédits d'un apprenant. Et s'il a par exemple échoué, ailleurs, c'est 2-3 fois on fait la même épreuve, on prend la meilleure note. Chez nous, comment pouvez-vous penser, parce que c'est une espèce d'arsenal qui est en train d'être qui est en construction, comment pensez-vous vous en sortir pour nos étudiants qui peuvent penser que passer une classe, on a réussi, c'est fini, donc on va avoir un diplôme. Quand on concilie parcours et mobilité, l'étudiant a-t-il la possibilité du choix du lieu d'obtention de son diplôme? Si je suis en train de donner un module sur l'écriture journalistique, sur la production des genres mineurs, pour être très concret, je pense que si je combine, et j'en dirai un mot, Lorsqu'elles vont dans les hôpitaux, est-ce que le taux de mortalité de la mère et de l'enfant baisse ou augmente? Et à ce niveau, en tout cas de manière générale au niveau de la République, et surtout dans les villages où bien l'LMD s'applique aussi dans certains endroits très reculés, les résultats sont intéressants. Je ne vais pas dire qu'on est totalement satisfait, mais les résultats sont probants. En ce qui concerne la filière gestion des ressources naturelles dans le cadre de la stratégie 2020, peut-être le contrôle du professeur Yenga, de mon point de vue, c'est strictement personnel, j'ai l'impression que ça a très bien fonctionné à Israël, un peu moins bien à Uniki. Donc il y a là où c'est bien, c'est un peu moins bien. PSU, c'est un peu la même chose. Il y en a où c'est un peu mitigé et d'autres où c'est parfaitement bien organisé. Le seul problème que l'on a avec les expériences pilotes, c'est que ces expériences se sont rattachées à une filière ou deux au sein d'un établissement. C'est pour ça qu'on a opté pour la généralisation, parce que et ça peut être aussi étrange. C'est aussi un des problèmes pour lesquels, une des raisons pour lesquelles on avait opté initialement pour une généralisation. En première année, on vous dit forcément tel chien. Et on va se dire en G2 ou en G3, on garde l'ancienne méthodologie.
s'est passé depuis très longtemps, plus aujourd'hui. On a des cas des professeurs anti-LMD qui vont à l'UCC enseigner sur le programme LMD et qui reviennent à l'UNIKIM pour dire non, il ne faut pas qu'on fasse du LMD. Ça pose un petit problème. Donc, pour résumer, les expériences pilotes sont généralement concluantes. Se sont révélées généralement concluantes, avec, bien entendu, comme le disait ma collègue tout à l'heure, des ajustements qu'il est nécessaire d'opérer ça et là. Mais, je peux le dire ici, l'un des problèmes personnellement, que je pose aux expériences pilotes, c'est que vous avez eu l'occasion de le voir, les expériences pilotes sont accompagnées par la coopération internationale. La stratégie 2020 est accompagnée par la coopération allemande. Les sages-femmes sont accompagnées par l'UNFPA. Toutes les filières PECPSU, c'est-à-dire des filières techniques, c'est faculté des sciences, polytechnique, pharmacie, INPTP, ISTA, ISP, sont accompagnées par la Banque mondiale. Si nous ne décidons pas, parce qu'on aime bien la souveraineté, la RDC est un pays souverain, etc., on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait forcément de la coopération internationale pour financer la filière journalisme. Parce que comme vous le savez, comme nous le savons tous, les partenaires internationaux financent dans les axes qui entrent dans leurs intérêts, dans leur objet d'études, etc. Et donc à un moment, il faut que nous décidions, je peux dire, souverainement au niveau national, d'aller dans cette mise en œuvre. Le gros avantage des expériences pilotes, c'est que ça nous a produit des maquettes de formation, c'est que ça nous a produit des maquettes de formation, donc des programmes, c'est que ça nous a produit une partie des formations du personnel et des étudiants. Ça a beaucoup aidé, ça a énormément aidé à la production des textes et ça a contribué, ces expériences pilotes ont beaucoup contribué dans une grande mesure quand même dans ce qui concerne les infrastructures en termes d'équipement. Donc toutes les filières de sages-femmes, gestion des ressources naturelles ont quand même été soutenues en matière d'équipement par les partenaires, ainsi que celles en lien avec le PECPSU. Donc il y a du positif, mais bien entendu, il y a encore des éléments que nous devons pouvoir ajuster. C'était ça. Une instruction d'un arrêté ministériel recommande à tous les établissements de réaliser le système d'organiser des séminaires de formation personnelle pour rendre ce personnel capable de comprendre le système. La terminologie, c'est d'être capable de mettre en œuvre la pédagogie qui est recherchée, qui doit être mise en œuvre par ce personnel à tous les niveaux, que ce soit les enseignants, les professeurs, l'administration qui doit accompagner ce changement. C'est pour ça pourquoi ici, nous avons éveillé toute cette ambivalence par sensibilisation de la sous-tend de cette réforme, les gens s'approprient ces documents. La semaine prochaine, quand les enseignements s'appellent, ils sont en mesure de les appliquer. Voilà, d'abord les étudiants qui sont directement concernés par ce système, ceux qui commencent l'année de recrutement dans le niveau L1, première licence de médecine. Ils ont une guidance de 3 jours pour leur expliquer un peu à quoi ils doivent
responsabilité pour que le système fonctionne. Si l'étudiant ne comprend pas comment ça fonctionne, le système ne fonctionnera pas. Il faut être étudiant actif, qui participe et qui co-crée le savoir. Donc ils doivent obtenir on l'a fait pour cela. Mais pour les autres promotions, l'activité que nous menons, tous les chefs de promotion, toute la commission de santé, tous les services sont là. Parce que en tant que structure d'encadrement d'étudiants, ils vont encadrer les nouveaux, autant qu'eux-mêmes sachent à quoi ils fassent aussi bien l'encadrement des jeunes qui viennent d'arriver. Selon le calendrier académique, justement, intègre les deux systèmes. On ne peut pas avoir deux calendriers. Donc, il y a une exigence méthodologique qui a fait qu'on a intégré les deux systèmes et que finalement, on fonctionne en semestre, même avec l'ancien système, quitte à ce que les évaluations ne soient pas les mêmes. Mais en termes de calendrier, tout ça, dans leur programmation, ce sont les mêmes enseignants, les mêmes professeurs. Ils ne vont pas fonctionner tantôt de telle manière,